Bonjour et bienvenue dans cette émission du 28 septembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des guerres de 5e génération en commençant par rappeler les principaux éléments d'information que nous avons vus au cours des 3 émissions précédentes. Tout d'abord, que nous sommes actuellement engagés dans une guerre des gouvernements contre leur population, c'est-à-dire nous, dans ce qui relève très classiquement de ce qu'on appelle les crimes d'État contre la démocratie. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je vous renvoie à cet excellent livre de Lance DeHaven-Smith, publié aux éditions Yves Michel, que j'ai eu l'honneur de co-préfacer avec Ariane Biran, qui s'appelle « Aux origines de la théorie du complot, un outil de contrôle de la pensée ». Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des crimes d'État contre la démocratie, l'establishment, avec son arsenal de propagande, prétend que ce sont des théories du complot. Deuxième élément, il s'agit bel et bien d'une guerre et non pas juste d'une opération criminelle crapuleuse à large échelle, comme il en existe régulièrement, car nous faisons face, et c'est ça la différence, à une tentative de coup d'État global. Et là, si vous souhaitez approfondir, je vous renvoie à cet excellent livre de l'économiste Liliane El-Kawam, Coup d'État planétaire, qu'elle met en téléchargement gratuit sur son site. Et vraiment, il y a de quoi l'en remercier. Dans une guerre de 5e génération, c'est sa définition, le champ de bataille, c'est notre esprit, nos émotions et nos cognitions, nos pensées, nos croyances, nos manières de voir le monde. Les moyens employés sont des stratégies complexes et invisibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas détectables spontanément. Si vous ne connaissez pas ces processus et n'avez pas appris à les repérer, vous ne pouvez pas constater que vous êtes pris à l'intérieur de ceux-ci, fait de manipulation psychologique et d'ingénierie sociale. Et cette guerre, ce système, ces procédés exploitent le fait que chacun d'entre nous est enclos dans une espèce de bulle de contenu informationnel, sélectionné par le big data grâce à des batteries d'algorithmes qui sélectionnent donc ce à quoi chacun d'entre nous est exposé dans le cadre de cette guerre. Et donc, j'avais proposé hier comme métaphore les murmurations des nuages des tourneaux, donc ces grands mouvements dans l'espace, qui sont inexplicables par un ordre collectif, qui se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de collision, alors que si c'était chaotique, il devrait y en avoir. Et donc, ce que les modélisations informatiques ont pu mettre en lumière, c'est que chaque étourneau voit en fait sa trajectoire surdéterminée par 7 congénères autour de lui. N'importe lequel peut initier un mouvement qui sera alors suivi par les autres, et donc vous avez des micro-mouvements individuels et par petits clusters, mais qui après se diffusent dans l'ensemble du nuage. On avait également vu passer une autre caractéristique des guerres de 5e génération, c'est que les marionnettistes, ceux qui orchestrent tout cela, ne sont pas visibles. L'ennemi n'est pas connu. Alors, cela m'a valu des remarques, et je remercie tous ceux qui en font, bien sûr, dans les fils de commentaires, de gens qui disent « Mais oui, il y a des marionnettistes ». Et bien sûr, ça n'est pas ce que nous prétendons. Nous prétendons qu'ils ne sont pas connus, qu'ils ne sont pas visibles. Et Stanislas Berton rappelait quelque chose de tout à fait fondamental, c'est que dans les systèmes de pouvoir antérieurs, les gens au pouvoir aimaient à faire savoir que c'est eux qui détenaient le pouvoir. Donc la noblesse dans l'Ancien Régime, ma foi, avait ses châteaux, était au centre des territoires, exhibait sa puissance et sa richesse. Les grands capitaines d'industrie du 19e et du début du 20e siècle également, mais aujourd'hui nous avons basculé dans un autre écosystème où au contraire ceux qui ont le vrai pouvoir se camouflent le plus possible, et s'il y a effectivement des relais ou des lieutenants comme Jeff Bezos, Bill Gates, Klaus Schwab, Anthony Fauci qui sont visibles, on sait bien que ce ne sont pas eux qui sont vraiment à la manœuvre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marionnettistes, et évidemment que j'entends toutes les hypothèses en la matière, rappelant que Ted Gunderson, qui est un ancien responsable du FBI, qui avait été pressenti pour prendre la tête de l'agence. Vous voyez, vous prenez pas un hurluberlu ou quelqu'un qui a tendance à des élucubrations quand vous considérez le chef du FBI. C'est comme, vous pouvez pas imaginer le meilleur avocat ou un des meilleurs avocats qui ne connaîtrait rien au droit. Ça n'est pas possible.
Donc Tengelson, une fois qu'il a pris sa retraite, a confirmé le fait qu'il existait des groupes comme Bilderberg, les Illuminati, la Trilatérale et d'autres encore qui effectivement étaient aux commandes de manière mondiale. Donc en ce qui me concerne, c'est une information qu'il vaut en tout cas la peine de considérer. Cela dit, pour reprendre le fil de l'exposé d'hier, la pièce que je n'ai pas encore apportée, c'est que ce qui déclenche le vol et les murmurations des étourneaux, c'est une attaque. C'est une manière pour cette collectivité de se protéger contre les oiseaux de proie. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus difficile pour le rapace d'attaquer un nuage en mouvement que de s'en prendre à des individus, par exemple, qui resteraient posés sur les arbres. Et donc, effectivement, l'élément supplémentaire qu'il faut apporter, c'est que ces mouvements de convection qui sont toujours surdéterminés à très petite échelle, mais se produisent en réponse à une agression. Maintenant, la grande différence entre l'espèce humaine et les autres espèces, c'est que nous avons la possibilité de vivre dans des simulacres, dans ce que Yuval Harari, dans un premier livre qui avait eu un certain succès, a appelé des fictions, ou d'autres auteurs, et là vraiment il faut s'intéresser à cette production de sens tellement fondamentale comme clé de lecture de la réalité actuelle, donc je pense bien sûr à Jean Baudrillard et tout son travail autour du simulacre, à Guy Debord et son œuvre absolument fondamentale, La Société du spectacle, et puis Michel Maffezoli qui continue de produire des choses tout à fait passionnantes, et notamment dans Le Temps des peurs, un de ses tout derniers ouvrages, il aborde la question de la théatrocratie, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça est mis en scène pour nous faire croire à des menaces, et là on retrouve la pertinence des murmurations des étourneaux, c'est-à-dire que ce qui va déterminer le mouvement collectif et les microclusters, c'est ce qui est brandi comme menace, mais qui évidemment dans un système pervers ne correspond pas à la menace réelle. Et en sachant que chacun d'entre nous, même dans la résistance, je me permets de le redire une fois de plus, est calculé dans ce à quoi on choisit de l'exposer et dans ses réactions prévisibles pour s'intégrer dans l'ensemble. Et ça, je le sais très bien à un niveau personnel. Si on me laisse une certaine liberté de parole, c'est pas par sympathie pour ma personne, mais c'est parce qu'il est nécessaire qu'il y ait des gens qui apparaissent comme des dissidents et qui, pouvant s'exprimer, justifient, vous voyez, on n'est pas en dictature. Monsieur Michel peut dire tout ce qu'il veut à peu près sur YouTube et d'autres plateformes dès lors que je n'aborde pas la question des injections géniques expérimentales. Donc je sais très bien que je suis moi-même utilisé à l'intérieur de ce système et qu'il y a un risque qu'à travers ce que les algorithmes choisissent de me présenter, ils m'orientent dans une direction plutôt qu'une autre. Et ça serait extraordinairement prétentieux de ma part de penser que je serais indemne d'un écosystème qui aujourd'hui, comme on l'a évoqué hier, grâce aux ressources de calcul du big data, sont capables de prévoir un ensemble de choses à partir de cette réalité que nous sommes relativement peu conscients, pour des raisons tenant à l'image de soi et au processus neuropsychologique, de la réalité de comment nous nous comportons. Alors évidemment, ce qui a tout changé par rapport aux générations de guerre précédentes, c'est l'Internet. Il y a toujours eu des procédés de propagande, on dit que le premier ennemi d'une guerre, c'est la vérité, donc l'endoctrinement, les formations de masse, la propagande, tout ça, ça existait, mais ce qui a changé la donne, c'est l'Internet. Et donc, cet écosystème informationnel, avec un volume d'informations, c'est pour ça qu'on parle d'infobésité, qui n'a rien à voir avec ce qu'il était dans le passé. Et donc, pour les auteurs, pour ceux qui mènent cette guerre, il s'agit de prendre la base psychologique de toutes les ressources en la matière, la publicité, la manipulation du comportement et de la pensée, et d'en faire une arme contre nous tous, de manière industrielle, en utilisant cette incroyable plateforme de distribution de l'information qu'est Internet. Alors dans la série Covid non censurée, j'avais déjà abordé ce qu'on appelle le complexe industriel de la censure. On en a eu encore un exemple tout récemment. Elon Musk, qui dit avoir souffert des effets secondaires de l'injection, a publié un petit clip qui montre comment on est parti d'une affirmation que le vous savez quoi protégeait à 100% jusqu'au constat que non, mais qu'il faut quand même le faire. Et droit derrière, Thierry Breton, qui est l'apparatchik européen qui cherche à instaurer la censure à la mode soviétique au sein de l'Union européenne, a tout de suite réagi. Parce qu'il y a péril en la demeure pour eux.
Et en fait, c'est un complexe industriel qui réunit les gouvernements, des grandes fondations hyper puissantes, les sociétés du big tech et du big data, des organisations non gouvernementales, toute cette galaxie évidemment fallacieuse des fact-checkers, des think tanks, donc des groupes d'influence et de réflexion, des universités, et puis des acteurs économiques intéressés, bien sûr, qui accessoirement tirent les marrons du feu. Et donc, tous ces acteurs coordonnés, oui, bien sûr, et il s'agira de mettre en lumière les marionnettistes, ont dû chercher de nouvelles tactiques et de nouveaux outils, étant donné qu'il y avait une difficulté à appliquer les types de guerres précédents. Il y a eu pas mal d'échecs cuisants, notamment dans la guerre de l'information, ce qu'on appelle la guerre asymétrique, la guerre de propagande médiatique, des formes de guerre hybride. C'est cela le nouvel environnement dans lequel nous nous trouvons. Et là encore, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les divisions claires, traditionnelles entre combattants et non-combattants, entre population civile et troupes, qui sont normales en temps de guerre et temps de paix, et même la définition de ces deux termes sont devenus des gradients. Ça n'est plus du soi-soi. C'est un continuum et on est plus ou moins dans cette intensité ou dans cette décrue d'intensité. Et donc, c'est ça aussi l'intuition géniale de Malone, nous sommes tous à la fois des combattants et des non-combattants. Nous sommes tous à la fois des serviteurs du système et des opposants au système si on a eu la chance de ne pas être pris dans le délire hypnotique. Et donc, tout le paysage est devenu un champ de bataille. Les États-nations, etc. Avec, de nouveau, ces indications de simulacre, c'est-à-dire de formes littéralement délirantes de réalité. Alors un exemple qui vient de se produire au Canada, c'est quand le Parlement canadien a fait une standing ovation à un ancien nazi de la Waffen-SS. Alors évidemment, il a été présenté comme un combattant héroïque ukrainien qui a combattu contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il faut vraiment être totalement inculte pour ne pas savoir que les Ukrainiens étaient pro-nazis et que les Russes luttaient contre le nazisme. Je veux dire, ça, si on n'a pas compris cet élément fondamental et qu'il y a encore des résidus néo-nazis extrêmement forts en Ukraine aujourd'hui, et donc ça a créé cette situation invraisemblable qui a conduit assez vite à un scandale. Mais avec cette question, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est une provocation intentionnelle ? Je n'ai pas la réponse, mais juste pour faire un petit arrêt sur image, en ce qui me concerne, ça me rappelle beaucoup le Lancet Gate. Le Lancet Gate, c'est un scandale absolu. Une étude totalement bidon, publiée à la va-vite, sur la base de données inexistantes pour torpiller l'hydroxychloroquine. Et la conséquence logique de cette cacade, ça aurait été de revaloriser l'hydroxychloroquine. Or, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que ce faux absolu, cette arnaque totale, reconnue comme telle, vu que le papier a été rétracté, a en fait fonctionné comme si ça avait démontré l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, vu que ça n'a rien changé à sa prescription. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, étant donné qu'il y a une suspicion assez forte aujourd'hui que ce sont effectivement des héritiers des nazis qui sont à la commande de la manœuvre sur le plan planétaire, le fait de faire ovationner un ancien combattant nazi au Parlement canadien, qui est un scandale mais que ça ne change rien, pourrait être une opération de cet ordre. J'ai pas mal de questions par rapport à ça. Autre exemple que j'ai souvent mentionné, c'est ces malheureux parlementaires suisses qui s'étaient enfermés dans des petites cloisons de plexiglas. Et vous voyez, le docteur Thomas Binder, qui est un médecin suisse, dit « Mais attendez, croire sérieusement qu'une maladie respiratoire comme le virus du SARS-CoV peut être impressionnée par ces cloisons en plexiglas et que ça protégerait les gens, montre l'état intellectuel totalement infantilisé et le degré d'amateurisme des parlementaires suisses contemporains. Ça, la seule démonstration que ça fait, c'est à quel point ils sont stupides, excusez mon français. Alors on peut tous être stupides, c'est pas une attaque contre qui que ce soit, à certains endroits, à certains moments. Mais là, on est vraiment dans du délire. Et donc, il faut aussi comprendre, c'est un autre élément fondamental de ce qu'apporte Robert Malone, c'est qu'il n'y a pas de limite éthique à ce qu'ils font. Pour eux, la fin justifie les moyens. Et ça, c'est quelque chose qui rend la réalité difficilement pensable pour beaucoup d'entre nous. Parce que normalement, il y a toujours des garde-fous éthiques. Même, il y a un droit de la guerre, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi pendant une guerre. Il y a les conventions de Genève, vous pouvez être condamné pour crime de guerre. Mais dans ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient. C'est d'une perversité absolue. Et en l'occurrence, on a
accepter de tuer ou de laisser mourir des millions de personnes pour entretenir la peur dans la population. Si vous avez des doutes, regardez toute ma série Covid non censurée. Et donc Robert Malone invite vraiment, il faut se débarrasser complètement de cette idée de justice, de bien et de mal, tout ça est obsolète. Au moment où on entre dans cet enfer, dit-il, il est essentiel de mettre de côté les notions obsolètes d'éthique et de règles. Il s'agit d'une guerre de l'information totale et sans restriction à laquelle nous avons été soumis au cours des 3 dernières années. Et donc, effectivement, là, je rejoins totalement Ariane Biran et ses décryptages psychopathologiques. Elle est d'ailleurs en train de publier un livre « Psychopathologie du totalitarisme ». Nous sommes dans les formes les plus extrêmement perverses, destructrices, sociopathiques et paranoïaques de ce que l'espèce humaine, hélas, est capable de produire, c'est-à-dire face à des gens sans état d'âme dont la destruction est la jouissance. Le pouvoir et la destruction sont la jouissance. Donc si on se dit, oui, mais bon, l'éthique, les conventions normales, on va écrire une lettre, un courrier des lecteurs aux journaux ou demander un droit de réponse, vous oubliez, on n'est plus dans ce monde-là. Et c'est d'ailleurs une des difficultés des gens qui sont sous emprise de personnes perverses, c'est qu'ils n'arrivent pas à imaginer que des gens puissent être aussi tordus et malveillants que ça. Eh ben oui, c'est ce face à quoi nous sommes aujourd'hui. Toutes les normes organisationnelles du XXe siècle en matière de résistance, d'activisme social, avec un leadership, sont devenues elles aussi complètement dépassées ou obsolètes. C'est ainsi que nous sommes en train de perdre la guerre. Parce que nous sommes dans une guerre de l'information et de la perception qui vise nos préjugés cognitifs, les préjugés cognitifs des individus et des organisations. C'est ça la cible, d'où le matraquage, le tir d'artillerie incessant, adressé sur le virus est hyper dangereux, les complotistes vous mettent en danger, il ne faut pas écouter ces gens-là. Ça a été martelé sans interruption dans un processus à la Göring, parce qu'il fallait ce déluge de feu pour garder captif la mentalité collective. Et donc voilà, il s'agit pour nous de transformer les préjugés collectifs assénés par l'adversaire, mais dont on ne sait même pas qui il est, dans une guerre extrêmement compliquée. Et donc de créer de nouveaux préjugés cognitifs et de le propager à l'intérieur de la population, parce que c'est ce qu'ils font, et ils le font sans que la population se rende compte de ce à quoi elle est soumise. Et donc c'est une méthode totalement différente de la guerre classique. Elle se concentre sur l'observateur individuel et les décideurs. Il est difficile, voire impossible de l'attribuer. C'est insaisissable, c'est multicentrique. Et c'est véritablement sans chef et décentralisé. Ça, il faut comprendre. Bien sûr qu'il y a des gens qui impulsent, mais après, c'est par la colonisation des esprits typiques des formations de masse et du totalitarisme que vous avez d'innombrables relais dans la société. On a vu, les gens deviennent des délateurs, ils deviennent des agresseurs, ils deviennent comme dans tous les régimes totalitaires, mais avec la puissance de feu de l'Internet et de la circulation de l'information. Et la nature de l'attaque est en réalité totalement dissimulée, on ne la voit jamais venir. Avec des ambiguïtés du vecteur d'attaque. C'est pour vous protéger qu'on vous met à risque de mourir. C'est pour être sûr que vous ayez accès à la bonne information qu'on vous désinforme et qu'on censure. Et donc les gens ne savent pas ce qui leur est fait et comment c'est fait, avec des boucles d'hormones de stress et de dopamine. Alors ça, c'est quelque chose que je développerai la semaine prochaine en lien avec la neuropsychologie. Donc à chaque fois que vous mettez un organisme sous stress, et la logique du totalitarisme, c'est le harcèlement, comme le rappelle Ariane Biran, c'est-à-dire que on n'arrête pas de vous harceler avec des électrochocs. Attention à ci, attention à ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et maintenant ci, et maintenant ça. Et puis avec la dopamine de l'autre côté, c'est ce que l'on obtient sur les médias sociaux. On clique, on clique, on clique. On aime ça, on n'aime pas ça, je suis populaire, mon truc a fait beaucoup de likes. Tout ça, c'est des boucles de dopamine, et donc ils sont littéralement en train de prendre en otage notre cerveau. Avec comme objectif de déclencher les préjugés cognitifs dans leur cible, en choisissant des mots qui déclenchent de manière positive ou négative cette manipulation et cette influence, et donc on peut façonner la pensée des gens. Donc par exemple, actuellement, la santé publique mondiale
et les interventions pharmaceutiques ont été transformées en armes de 5e génération, et donc les armées de tous nos pays occidentaux, surtout les principaux, ont déployé cela contre nous, c'est la propagande à laquelle on a été soumis. Alors Robert Malone fait un peu de géopolitique, mais c'est très très juste, il est calé vraiment dans son développement. Il dit que lorsqu'on pense au paysage actuel et qu'on se demande dans quel pays le déploiement des mesures totalitaires a été le plus flagrant et le plus violent, c'est l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande qui apparaissent. Et lui soutient que ces 3 pays ont comme caractéristique d'être désormais les États clients, les États vassaux du Forum économique mondial. Ils ne fonctionnent plus comme des entités nationales autonomes. Alors Klaus Schwab, dans une vidéo datant de septembre 2017, à l'école Kennedy de gouvernement de Harvard, avait mentionné « Nous sommes très très fiers de la nouvelle génération de leaders, comme il dit régulièrement, comme le Premier ministre Trudeau, etc. Nous pénétrons les cabinets, nous prenons en possession des cabinets. Et au Canada, la moitié du cabinet ministériel de Trudeau est fait de Young Global Leaders. » Ça, c'est la parole de Schwab. C'est là où il n'y a pas de complot, tout est dit au grand jour. Bon, il exagérait un peu, mais toujours est-il qu'effectivement, ces pays sont vraiment les plus asservis par le World Economic Forum, et puis tout ça piloté, comme toujours préférentiellement dans la géopolitique contemporaine impérialiste de l'Occident, par le Royaume-Uni et les États-Unis. Et donc c'est un consortium, c'est une alliance des 5 qui partagent des données entre eux, et par exemple quand un État veut s'attaquer à un de ses ressortissants, ce qu'il n'a légalement pas le droit de faire, il va demander à un autre pays de s'en occuper. Donc c'est par exemple le MI5 au MI5 qui agit contre les citoyens américains, tandis que la CIA et la NSA agissent contre les citoyens britanniques. Et donc tout ça, c'est l'organisation de renseignement la plus puissante au monde qui domine très largement la politique mondiale grâce à des stratégies et des tactiques évidemment extrêmement rodées. Par exemple, on voit comment les pages Wikipédia de tous les résistants sont trafiquées et de la diffamation est inscrite dans le premier recours que les gens vont voir pour se renseigner sur quelqu'un. Et évidemment, ça a frappé Alexandra Orion-Caude, Pierre Cory, Robert Malone lui-même, votre modeste serviteur. Donc voilà, ça c'est un micro-exemple de comment cela fonctionne. Alors, il y a un autre concept que apporte Robert Malone, c'est celui de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est politiquement et socialement acceptable à un moment donné. Et donc, il y a des fenêtres d'opportunité. Par exemple, on voit que les imprécations à laisser crever les non-vaccinés n'auraient pas été envisageables il y a 5 ou 10 ans. Mais après une année de panique collective soigneusement orchestrée par les politiciens et les médias corrompus, eh bien, ça devenait facile de proposer ce genre d'idées. Et donc, il y a des fenêtres d'opportunité qui sont mises à profit par ceux qui orchestrent la manœuvre, avec ce qu'on appelle très classiquement le gaslighting. On parle de détournement cognitif au Québec. C'est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa perception, de sa mémoire et de sa santé mentale. L'enfumage, si vous voulez, mais pervers. Et donc, c'est de ces diverses techniques de la manipulation des médias et de la redéfinition du langage utilisé que se servent ceux qui sont à la manœuvre. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles je me suis autant mobilisé. C'était pour donner précisément de la clarté, de la lisibilité, pour permettre aux gens de dire non, ce que j'avais senti était juste, ce que je me disais était vrai. Voyez. Alors, comment est-ce qu'on sort de tout ça? Nous le verrons bien sûr au cours des prochaines émissions. Mais Robert Malone passe par vraiment un endroit, là encore je suis totalement d'accord avec lui. Vous devez reconnaître votre ignorance, dit-il. Je suis profondément ignorant de ce qui se passe ici. C'est un voyage de découverte, et chaque jour, dit-il, j'apprends quelque chose de nouveau, et chaque jour je découvre mes propres biais cognitifs. Ne surestimez pas votre capacité à comprendre ce qui vous est fait, testez tout, pensez par vous-même, ne croyez pas à celui-ci, ne croyez pas à celui-là, pensez par vous-même, c'est le seul moyen de s'en sortir. Alors, c'est accessoirement totalement confirmé par les neurosciences, dont une des plus belles découvertes est que on n'a au mieux qu'une très vague idée de ce qui se passe dans le monde et autour de nous.
notre cerveau est très limité et biaisé. Donc, aussi intelligents nous croyons-nous, autant sommes-nous convaincus d'avoir tout compris, on est de toute manière très 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 loin du compte et on a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Et puis, je terminerai cette émission avec un petit rappel d'un professeur d'université, spécialiste en neurosciences, qui, au service de la doxa, avait, en négatif bien sûr, exprimé ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est possible? Ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. Oui, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Je pense que cette phrase, il faut la retenir ce soir. En tout cas, elle est dans le Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous pensez toujours avec d'autres. Voilà. Si vous appréciez cette série d'émissions, je vous encourage à nous soutenir pour que nous puissions continuer à vous soutenir. Nous sommes entièrement indépendants et donc nous dépendons de votre soutien et de votre générosité. C'est vrai que tous les contenus sont donnés en accès libre et gratuit parce qu'il nous tient à cœur qu'ils se diffusent le plus largement dans la population. Si vous pouvez faire l'effort, abonnement à partir de 1 € par mois ou donation libre du montant de votre choix, nous vous en serons reconnaissants parce que nous sommes convaincus qu'il est essentiel de continuer ce travail d'éclairage et d'analyse. Et donc, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine émission qui sera consacrée à la question de l'opposition, des manipulations exercées sur l'opposition et la résistance, avec bien sûr cette question incontournable qu'il faut se poser de l'opposition contrôlée. À demain.